Bonsoir chers tous et bienvenue à ce numéro 4 de la deuxième saison de notre podcast Employabilité. Je suis Ojo Esero Urbain, étudiant en deuxième année de génie logiciel à l'Institut de formation et de recherche en informatique. Aujourd'hui, je suis ravi de vous accueillir pour cette discussion passionnante sur le thème comment maximiser ses chances de réussite lors d'un entretien d'embauche. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un invité de marque, le docteur Wilfried Aronchou, expert en employabilité. Il est le responsable du Centre de l'employabilité francophone et il a été le responsable du programme Transition au sein du programme de bourse de la Fondation Mastercard. Le docteur apporte une expertise inestimable sur le sujet et nous sommes impatients de découvrir ses concepts pratiques pour nous aider à briller lors de nos futurs entretiens d'embauche. Tout au long de l'épisode, n'hésitez pas à poser vos questions en privé pour les intégrer à notre discussion. Mais avant de nous plonger dans le vif du sujet, permettons à notre invité, le docteur Wilfried Aronchou, de se présenter brièvement et de partager avec nous son parcours professionnel et son rôle au sein du Centre de l'employabilité AUF au Bénin. Bonsoir à tous. Bonsoir Hubin, j'espère que vous portez tous bien. Je suis ravi d'être des vôtres ce soir, d'être l'invité de cette émission. Je n'avais pas imaginé un jour que je serais l'invité après la première saison que nous avons réalisée quelques années plus tôt. Je suis heureux que l'émission se poursuive et que les boursiers demandent toujours de l'intérêt pour le développement professionnel. Je crois que vous m'avez bien présenté. Je suis actuellement au sein de l'Agence universelle de la francophonie où j'offre des services d'accompagnement à l'insertion professionnelle, mais également au développement des compétences pour l'entrepreneuriat des jeunes étudiants et des diplômés. Et il y a quelques années, jusqu'en 2022, j'étais encore responsable du projet de transition vers l'emploi des boursiers du programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'UAC. Donc, je me sens comme à la maison et je suis ravi d'être des vôtres. Maintenant que nous savons un peu plus sur notre invité, plongeons-nous dans cette passionnante discussion sur la réussite en entretien d'embauche. Ensemble, nous allons explorer des stratégies efficaces pour maximiser nos chances de réussite lors de ces moments cruciaux dans nos parcours professionnels. Alors, installons-nous confortablement et préparons-nous à absorber des conseils précieux pour atteindre nos objectifs professionnels. Docteur Wilfried Aronchou, dites-nous, qu'est-ce qu'un entretien d'embauche et quelles sont les étapes clés pour se préparer avant le jour? Merci pour la question. L'entretien d'embauche, c'est un passage, c'est une étape dans le processus de recrutement d'un nouvel employé, d'un nouveau talent dans une entreprise. Donc, l'entretien d'embauche s'inscrit dans ce parcours que le candidat suit afin de pouvoir tenir s'il se prépare bien et s'il se prête bien à l'entretien afin de pouvoir obtenir une position au sein de la structure qui recrute. L'entretien d'embauche intervient souvent après la phase de l'appel à candidature qui peut être suivi d'une phase de test écrit avant que l'entretien d'embauche n'intervienne. Donc, l'entretien d'embauche est vu donc comme un test oral avant que d'autres étapes ne puissent également intervenir dans le processus de recrutement. Merci, Monsieur Wilfried, pour votre réponse. Maintenant, dites-nous, quelles sont les étapes clés pour se préparer avant le jour? La première étape, j'imagine, c'est de bien connaître le poste. Donc, quand on candidate pour un appel à candidature, il faut savoir le poste et il faut savoir également quelles sont les attentes de l'entreprise. C'est pour ça que il faut toujours lire, relire à plusieurs reprises l'appel à candidature, donc le job description. Et dans le job description, ce qui est conseillé de faire, c'est d'identifier les mots-clés. Et si, en tant que candidat, vous lisez l'appel à candidature, que vous savez que cela correspond à votre profil, vous savez très bien vous-même comment identifier les mots-clés, donc les mots qui importent à l'employeur, qui vont certainement revenir dans l'entretien d'embauche. Donc, il faut préparer toutes les informations que vous avez sur l'entreprise, sur la position et également les questions classiques que l'on retrouve souvent dans les entretiens d'embauche. Donc, ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est de repérer les lieux et de savoir. Donc, normalement, pour l'entretien d'embauche, vous avez pris un rendez-vous. Le service des ressources humaines ou bien le cabinet de recrutement vous a appelé, vous a donné un rendez-vous. Donc, il faut, si vous ne connaissez pas les lieux, le lieu d'implantation de l'entreprise ou bien du cabinet de recrutement, il faut chercher à les connaître et donc prendre sa moto, aller visiter le quartier,
voyez également le temps qu'il faudra pour couvrir la distance entre là où vous habitez et le lieu pour ne pas être surpris le jour de l'entretien. Donc, une autre étape de la préparation, c'est d'essayer de connaître l'entreprise, la structure qui recrute. Allez visiter son site internet, allez visiter quelques profils LinkedIn pour voir quelles sont les personnes qui travaillent au sein de l'entreprise. Cela vous permet d'avoir une idée de l'environnement de travail de l'entreprise, mais également de se donner une idée de comment est-ce que le travail au sein de l'entreprise se déroule. Donc, si vous avez visité le site de l'entreprise ou bien ses pages Facebook ou LinkedIn, vous savez un peu quel est le ton au sein de l'entreprise, quelle est l'ambiance, et vous savez si l'entretien d'embauche sera très strict ou si le ton sera un peu détendu, etc. Donc, il faut faire le tour, il faut se préparer, il faut faire la collecte de l'information sur le profil, collecte de l'information sur le lieu et collecte de l'information sur l'entreprise également. Je retiens que les étapes importantes à suivre avant le jour sont: la première étape, c'est de connaître le poste. La deuxième étape, c'est de repérer en lisant l'appel à candidature les mots-clés. C'est de repérer le lieu et d'essayer de connaître l'entreprise en faisant la collecte des informations sur l'entreprise à travers son site internet et les réseaux sociaux. Merci, docteur Wilfried Awanchou, pour votre réponse. Pour notre deuxième question, on voudrait bien savoir comment se préparer à répondre aux questions posées lors des entretiens. Ce que je peux conseiller, c'est de s'entraîner, donc s'entraîner à la maison. Vous entraînez devant votre miroir ou devant votre ordinateur. Généralement, on connaît les questions classiques qu'on peut retrouver lors d'un entretien d'embauche, mais vous pouvez également rechercher des questions spécifiques en fonction de votre discipline. Donc, si vous êtes programmeur, peut-être qu'on vous posera des questions sur les langages que vous préférez ou bien les langages spécifiques utilisés au sein de l'entreprise, etc. Donc, il faut pouvoir préparer ces questions-là et il faut s'apprêter à répondre aux questions. Se poser la question soi-même devant son ordinateur, devant son miroir et y répondre de la manière la plus naturelle possible. Il faut éviter, surtout éviter de bûcher les réponses parce que vous pouvez préparer une question et la même question vous sera posée d'une autre manière lors de l'entretien d'embauche. Et parce que vous avez bûché la réponse, vous serez un peu dans l'embarras, vous n'aurez pas la possibilité de bien répondre. Donc, il faut absolument éviter de bûcher les réponses. Il faut surtout savoir à peu près le type de question qui vous sera posée et savoir également à peu près le type de réponse que vous pourrez donner. Ce que je peux conseiller, par exemple, avant d'aller à l'entretien d'embauche, si vous préparez les questions classiques, c'est de les noter sous forme de puces, donc de petites puces. Si on vous demande, par exemple, présentez-vous, vous identifiez les éléments que vous voulez donner lors de votre présentation. Si on vous demande qu'est-ce qui vous intéresse dans le poste, vous identifiez les éléments et vous faites des petites puces que vous pouvez garder sur vous, que vous pouvez garder devant vous, si vous les avez notées dans un carnet de notes lors de l'entretien. Cela vous permet d'éviter de bûcher des phrases tout entières et d'avoir à les répéter. Donc, c'est un peu ce qu'il faut faire avant d'aller à l'entretien d'embauche. Cela vous permet également de vous mettre en condition. Donc, si vous vous mettez devant votre ordinateur, vous vous mettez en condition et vous avez l'impression d'être déjà devant le jury. Si vous avez envie de vous amuser, vous pouvez demander également à un ami ou à un groupe d'amis, donc 3 ou 4 amis, de constituer un panel devant vous et de vous poser des questions et vous essayez d'y répondre de la manière la plus naturelle possible. N'oubliez pas, sauf lorsque vous tombez sur des recruteurs acariâtres, l'entretien d'embauche n'a pas pour objectif de vous déstabiliser ou bien de vous faire perdre la face. Donc, c'est un échange, c'est une conversation que vous avez entre l'entreprise qui veut recruter et vous. Donc, normalement, c'est un moment qui devrait bien se passer. Et donc, il faut éviter de se stresser inutilement, éviter d'avoir l'impression que c'est un examen. C'est juste un moment où on essaie d'évaluer ce que vous êtes, ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Donc, si vous gardez à l'esprit que vous êtes là parce que vous avez été performant au moment de la phase de dépôt des candidatures ou peut-être également au moment du test, vous devez avoir suffisamment confiance en vous pour vous dire que ce n'est pas durant l'entretien d'embauche qu'on va vous déstabiliser. Donc, vous vous préparez également psychologiquement pour que les questions pièges ou les retours brusques que certains membres du jury vont vous faire ne vous déstabilisent pas. Je retiens que pour se préparer à répondre aux questions posées lors des entretiens, il faut s'entraîner, rechercher des questions spécifiques liées au domaine, éviter de bûcher des réponses de ces questions et aussi être libre, ne pas être controversé parce que l'entretien d'embauche, c'est une simple conversation et éviter surtout de se stresser. Merci, monsieur Wilfried, pour votre réponse. Maintenant, dites-nous, monsieur Wilfried,
Comment adapter son discours et son langage corporel en fonction du poste visé et de l'entreprise? Merci pour la question. Je pense que c'est une bonne question. Parce qu'en communication, on dit que le discours ne représente qu'une infime partie de la communication et que le langage corporel représente au moins 80-90%. Lors de l'entretien d'embauche, il y a plusieurs facteurs qui peuvent démontrer que vous êtes stressé et qui peuvent amener le jury à essayer de vous déstabiliser. Donc, un facteur, par exemple, ça peut être que vous êtes en train de suer, vous avez de la difficulté à regarder les gens dans les yeux, ou vous tournez les pouces, vous n'êtes pas très bien assis sur la chaise, vous avez presque l'impression de tomber de la chaise, etc. Vous avez peur du jury, vous donnez l'impression d'avoir peur du jury parce que vos yeux sont presque la moyenne, etc. Tout ça sont des éléments qui montrent que soit vous êtes dans un état de très fort stress, soit vous avez peur, soit de la position, soit du jury, etc. Donc c'est pour cela que la meilleure manière de réussir l'entretien d'embauche, c'est de bien la préparer. Il faut se mettre en condition, il faut se mettre en situation et se dire que c'est un moment qui va passer. Normalement, un entretien d'embauche ne dure pas plus d'une heure. Donc, au bout d'une heure, vous aurez passé ce moment-là. Et pour ceux qui ont fait des soutenances de licence pour valider leur parcours académique, c'est un peu comme le même exercice. L'entretien d'embauche, c'est un peu comme la soutenance. Donc, si vous avez réussi à faire la soutenance et à obtenir votre diplôme, vous savez à peu près ce que cela représente. Ce qu'on porte également détermine également dans quelle mesure on est confortable, on est à l'aise. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui a de la difficulté à s'habiller en costume 3 pièces et que ce jour-là spécifiquement vous allez porter la cravate qui vous serre le cou ou bien la veste un peu enveloppante qui vous donne l'impression de nager dans le tissu, etc. Vous saurez vous-même que vous n'êtes pas à l'aise et donc cela se reflètera également sur votre réponse et sur votre attitude lors de l'entretien d'embauche. Il faut tout faire pour être au naturel, donc pour donner l'impression que vous êtes dans votre élément et que vous n'avez pas peur du jury. Je retiens que le langage corporel est plus important que le discours et que lors des entretiens d'embauche, on doit tout faire pour rester dans une posture confortable, regarder le jury dans les yeux, porter un habillement décent, quelque chose dans lequel on se sent à l'aise. Merci beaucoup pour votre réponse. Maintenant, dites-nous, quelles sont les questions habituelles auxquelles on peut s'attendre lors d'un entretien d'embauche? Il y a des questions classiques qu'on retrouve lors des entretiens d'embauche. La première étant, présentez-vous s'il vous plaît. Euh, donc c'est le moment pour vous de vous présenter, de présenter votre parcours, de présenter vos ambitions professionnelles et de dire en quelques mots pourquoi est-ce que vous êtes intéressé par le poste. Donc une autre question peut être spécifiquement pourquoi êtes-vous intéressé par la position ou pourquoi êtes-vous intéressé par notre entreprise? Vous pouvez retrouver également une question sur quelle est votre compréhension du poste auquel vous avez postulé. Pour répondre à cette question spécifiquement, par exemple, il faut avoir pris le temps de rechercher toutes les informations disponibles sur le poste, sur la position hiérarchique, sur l'entreprise, sur le rôle qui est attendu de vous au sein de l'entreprise, etc. Une autre question qu'on retrouve souvent dans les entretiens d'embauche, c'est présenter une situation dans laquelle, alors cette question peut avoir double sens. Ça peut être soit présenter une situation dans laquelle vous avez réussi à atteindre tel objectif ou présenter une situation dans laquelle vous avez échoué face à tel objectif. Donc, ces questions-là n'ont pas pour but de vous déstabiliser ou bien de vous décourager. L'objectif, c'est de voir si vous vous retrouviez dans la même situation au sein de cette entreprise. Est-ce que vous reproduirez, si vous avez fait des erreurs, est-ce que vous reproduirez les mêmes erreurs ou si vous avez tiré des leçons, est-ce que vous saurez appliquer ces leçons-là, les leçons de la situation précédente, est-ce que vous ferez les appliquer à la situation que vous verrez dans la nouvelle entreprise. Vous pouvez également retrouver des questions sur vos qualités, vos défauts. Donc, citer tel nombre de qualités, citer tel nombre de défauts. Et ce ne sont pas des questions qui sont vraiment faciles à répondre. C'est pas très aisé de dire quelles sont nos qualités ou quelles sont nos... Pourquoi? Parce que nous sommes dans un environnement où on a parfois beaucoup de limites à s'apprécier soi-même. Quand on fait quelque chose de bien, on a parfois, peut-être à cause de l'éducation parentale, etc., on a beaucoup de difficultés à dire je suis très bon, je fais très bien telle ou telle chose. Donc, c'est le lieu également de préparer, de faire une introspection et d'identifier quelles sont nos forces, quels sont les points sur lesquels on est très fort. Et sur les défauts, alors le piège, c'est d'aller dans un entretien d'embauche et d'aller effectivement dire quels sont les défauts que l'on a. Imaginez que vous êtes colérique
Donc, vous êtes quelqu'un qui s'énerve, point oui ou point non, et que vous allez dans un entretien d'embauche, on vous demande quels sont vos défauts et que vous dites, je suis colérique, à moi, on ne me parle pas d'une telle manière, je m'énerve très vite. Que vous pensez que l'entreprise aura envie de vous recruter. Donc, l'avis que je donne souvent, c'est de présenter des défauts qui en réalité ne sont pas des défauts ou qui peuvent être facilement jugulés. Je donne un exemple. Vous êtes quelqu'un qui est très pointilleux, mais dans la réalité, vous êtes presque maniaque. Donc, si vous mettez votre bec rouge d'une manière que vous le retrouvez d'une autre manière, ça vous énerve, ça vous fait sortir de vos gants. Vous n'allez pas dire en entretien d'embauche, ah, on ne touche pas mes objets. Mais vous direz, je suis quelqu'un de pointilleux, je suis quelqu'un de très attentif, je prends beaucoup de temps pour bien m'organiser, etc. Et le jury aura l'impression que vous êtes quelqu'un qui sait utiliser ses points faibles et qui sait également les retourner en. Pour retrouver les questions classiques, vous pouvez faire une petite recherche sur Google, questions classiques que l'on pose lors d'un entretien d'embauche. Et certains sites vous permettent même également de préparer les réponses, donc d'avoir un peu une idée du type de réponse auquel on s'attend quand vous posez des questions classiques. Mais au sein du programme de bourse, vous pouvez également bénéficier d'un accompagnement pour préparer vos outils, préparer vos réponses. Par exemple, la proposition de valeur personnelle est un outil qui vous permet de très bien vous présenter. Quand vous dites présentez-vous, en utilisant la proposition de valeur personnelle, vous pouvez très bien vous présenter lors d'un entretien d'embauche. En utilisant le guide d'auto-réflexion sur les forces et faiblesses, vous pouvez identifier vos forces, vos qualités, vos faiblesses et vous pourrez également les présenter lors d'un entretien d'embauche. Donc, vous bénéficiez, je pense, déjà de l'accompagnement qu'il faut pour pouvoir bien préparer un entretien d'embauche. Les questions habituelles auxquelles on peut s'attendre lors d'un entretien d'embauche sont généralement présentez-vous s'il vous plaît, pourquoi êtes-vous intéressé par l'entreprise et les questions qui sont liées à nos qualités et défauts. Merci beaucoup, M. Wilfried, pour vos réponses. Maintenant, passons à la question suivante. Comment aborder la question des points faibles et des lacunes dans son parcours professionnel lors d'un entretien d'embauche? Bon, on a tous des parcours différents, des parcours atypiques. Parfois, il y a des éléments qui peuvent constituer des points faibles. Par exemple, vous finissez votre diplôme, mais vous avez fait beaucoup de temps avant de trouver un premier stage. Donc, on peut vous poser la question de savoir ce que vous avez fait pendant ce temps-là. Ou les femmes, parfois, à cause de leurs conditions de femmes, elles peuvent avoir enfanté, donc se retrouver à la maison pendant 8 mois ou pendant presque une année. Et donc, quand on voit le CV, on voit qu'il y a un gap. Mais comme je l'ai dit, ce sont des situations naturelles, ce sont des situations que tout un chacun de nous peut rencontrer. Donc, il faut juste pouvoir dire ce que vous avez fait pendant ce temps-là. Si vous êtes occupé exclusivement de votre bébé, c'est tout naturel, vous êtes occupé de votre bébé. Mais il faut dire également que pouvoir revenir sur le marché de l'emploi juste après la période de l'encouchement et j'ai suivi des formations où j'ai fait telle ou telle activité qui m'ont permis de garder intactes les compétences académiques, les compétences intellectuelles, les compétences techniques que j'ai acquises durant ma formation. Si donc vous êtes resté à la maison pendant un certain temps parce que vous n'avez pas pu obtenir un premier emploi ou bien vous n'avez pas pu obtenir un stage professionnel, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là? Est-ce que vous avez pu militer dans une association? Est-ce que vous êtes allé travailler, si vous êtes agronome, allez travailler sur la ferme de quelqu'un, d'un parent. Si vous êtes informaticien ou autre, est-ce que vous avez travaillé sur des projets personnels? Donc, il faut toujours démontrer que pendant le temps ou pendant le moment où vous n'avez pas été actif professionnellement, vous avez quand même mené des activités qui vous ont permis de conserver ou bien d'augmenter vos compétences techniques, vos compétences professionnelles. Parce que c'est ce qui importe le plus à l'employeur, c'est de s'assurer que quand il vous recrutera, il ne va pas encore passer du temps à vous former ou passer trop de temps à vous former et que vous serez opérationnel immédiatement. Donc, il faut pouvoir répondre, démontrer que même sur les éléments qui peuvent paraître comme étant des points faibles de votre parcours, vous avez quand même pris le temps de vous développer professionnellement. Merci, M. Wilfried, pour votre réponse. Chers auditeurs, tout au long de l'émission, vous pouvez poser vos questions en message privé pour qu'on puisse les intégrer à notre discussion. Merci. Dites-nous, M. Wilfried, comment gérer son stress et rester confiant pendant l'entretien d'embauche? Encore une fois, la clé du succès de l'entretien d'embauche, c'est la préparation. Comme toute autre chose, vous ne pourrez pas avoir de réussite si vous n'avez pas pris le temps de bien vous préparer. Mais si vous vous retrouvez dans la salle, donc durant l'entretien, pour gérer votre stress, il faut
également vous dire que tout va très bien se passer. Donc, vous répétez des mots positifs, des phrases positives, dire que tout va très bien se passer, que ce sont les situations de la vie, soit ça va très bien se passer, soit vous ne serez pas retenu, mais une chose est sûre, à la fin, vous aurez appris. Si vous commettez des erreurs, vous aurez appris de vos erreurs. Donc, il faut garder un bloc-notes à côté de soi et noter tous les éléments, tout ce qui se passe bien, tout ce qui se passe mal durant l'entretien d'embauche. Mais également, vous pouvez vous retrouver devant un jury qui essaie de vous malmener ou de vous déstabiliser. Donc, en regardant le panel du jury, peut-être que vous allez identifier parmi les personnes qui sont devant vous quelqu'un qui a un visage un peu plus avenant, quelqu'un qui a l'air un peu plus bienveillant, et puis vous lancez une conversation avec cette personne-là. Donc, quand vous donnez vos réponses, vous fixez la personne, vous discutez avec la personne, même si vous ne manquez pas de regarder également les autres membres du jury. Vous regardez la personne et justement parce que la personne vous paraît bienveillante, elle va vous retourner cette bienveillance-là. Et cette bienveillance va vous aider à augmenter votre confiance en soi. Donc, recherchez au sein de l'entretien d'embauche, regardez quelqu'un qui a l'air d'être bienveillant à votre égard, quelqu'un qui a l'air d'être dans votre équipe, même si ce n'est pas le cas. C'est juste vous qui vous dites dans votre tête, cette personne-là, elle a l'air de me soutenir, elle a l'air bienveillante. Donc, j'entame une conversation avec elle, je réponds aux questions, etc. Donc, vous vous mettez en condition, vous vous préparez et vous vous donnez de la force. Donc, vous vous donnez de la force. N'oubliez pas, si vous êtes également religieux, vous priez avant d'aller à l'entretien d'embauche. Demandez à vos parents, à vos frères de vous envoyer de la force, de prier pour vous afin que tout se passe très bien. Je retiens que la clé de réussite d'un entretien d'embauche, c'est la préparation. Et pour gérer son stress et rester confiant pendant l'entretien, il faut être positif et le reste viendra. Merci, Monsieur Wilfried, pour votre réponse. La question suivante est celle-ci. Quelle erreur faut-il éviter lors d'un entretien d'embauche? Alors, l'erreur à éviter, ça peut paraître surprenant, mais l'erreur à éviter surtout, c'est de donner l'impression qu'on est trop confiant. Donc, qu'on a trop de confiance en soi, qu'on connaît toutes les réponses, qu'on maîtrise le poste, que rien de ce qui se passe ne peut nous faire peur, etc. Quand vous mettez dans cette posture, le jury le remarque immédiatement et la première impression qu'ils ont, c'est que vous manquez d'humilité et que vous donnez l'impression que c'est vous qui connaissez tout. Et ce genre de collègue, personne n'a envie d'avoir un collègue qui connaît toujours tout, qui dit toujours que c'est lui qui connaît la réponse ou qui minimise les apports des autres. Donc, ça, c'est la première erreur qu'il faut éviter. La deuxième erreur, ce serait le contraire donc, de ce que je viens de dire, c'est d'être trop stressé, d'avoir trop peur, etc. Donc, il faut être dans une juste mesure. Il faut être également dans une logique d'apprentissage. Donc, vous pouvez venir à l'entretien d'embauche et les membres du jury vont vous apprendre des choses, vous les remercier et vous noter ces choses-là. Une erreur très grave à éviter, c'est de venir en retard à l'entretien d'embauche. C'est un signe de manque de professionnalisme. Donc, c'est pour cela que il faut, lors de la phase de préparation, il faut identifier le lieu où se déroulera l'entretien d'embauche et avant le jour J, avoir déjà fait le trajet une fois. Donc, cela vous permet de chronométrer, de savoir à peu près combien de temps cela va vous prendre de chez vous jusqu'au lieu de l'entretien d'embauche. Et si c'est un axe, si c'est une voie où il y a parfois des embouteillages, vous savez également que si c'est à 20 minutes qu'il me faut pour quitter Calavi pour aller à mon lieu de l'entretien d'embauche, je peux ajouter également 20 minutes pour éviter les embouteillages. Donc, s'assurer d'être présent au moins 15 à 20 minutes avant l'heure de démarrage de l'entretien d'embauche et d'être présent dans la salle d'attente. Cela donne l'impression que vous êtes quelqu'un qui a à cœur de respecter l'agenda, de respecter le temps et c'est un bon signe, c'est un point positif pour vous. Éviter d'être trop confiant puisque cela reflète le manque d'humilité. Éviter d'être en retard le jour de l'entretien d'embauche. Merci beaucoup pour votre réponse. Maintenant, dites-nous, Monsieur Wilfried, comment faire un suivi après un entretien pour maximiser ses chances de réussite? Le suivi à faire après l'entretien d'embauche n'a pas pour objectif de maximiser vos chances de réussite. Donc, ce n'est pas parce que vous avez fait un suivi que les gens vont décider de vous recruter ou pas. C'est l'entretien d'embauche qui va permettre de décider si on veut de vous au sein de l'entreprise. Le suivi vous permet juste de garder des relations cordiales ou des relations professionnelles avec le cabinet ou bien la structure qui fait le recrutement. Donc, pour faire le suivi, vous pouvez
envoyer le lendemain un mail ou un message de remerciement, remercier pour l'entretien d'embauche, dire que vous avez pris note de toutes les remarques qu'ils vous ont faites sur votre profil et que vous promettez de vous améliorer. Et si vous n'obtenez pas de réponse après une semaine, après 2 semaines, envoyez également un mail pour dire que vous voulez juste avoir des nouvelles du processus de recrutement. Est-ce que le recrutement est fini? Est-ce que vous pouvez avoir une idée des résultats qui ont été donnés? Je retiens que faire un suivi après l'entretien d'embauche ne garantisse pas forcément qu'on sera retenu, mais nous pouvons envoyer un mail de salutation, peut-être à l'entreprise, et garder des relations cordiales. Merci, Monsieur Wilfried, pour votre réponse. Nous venons de terminer avec les questions qui ont été prévues. Maintenant, passons aux questions posées par nos chaleureux auditeurs. La première question nous vient de Sago Wassio. Il demande quels sont les défis dont pourrait faire face le candidat lors d'un entretien d'embauche. Le premier défi, le principal, c'est le manque de préparation. Si vous vous retrouvez dans un entretien d'embauche et que vous n'êtes pas préparé, cela se verra très rapidement et les gens vont vous tourner en bourrique. Donc, il faut se préparer. Le deuxième défi, c'est d'arriver en retard. Vous arrivez en retard, en même temps, on va vous classer comme un candidat qui n'est pas sérieux. Le dernier défi, c'est de ne pas être suffisamment technique lors de l'entretien d'embauche, ne pas donner des réponses qui sont suffisamment techniques. Cela donne l'impression que vous ne maîtrisez pas votre sujet. Donc, il faut bien se préparer, bien répondre aux questions d'ordre technique. Merci, Monsieur Wilfried, pour votre réponse. La deuxième question nous vient de Jean-Paul-Marie Tossi. Il aimerait savoir comment répondre à la question de la prétention salariale quand on est en début de carrière. Pour la prétention salariale, la réponse peut être trouvée également dans la phase de préparation. Donc, si c'est dans le secteur public, la grille des salaires, on le connaît un peu. On sait quelqu'un qui a le niveau bac, quelqu'un qui a le niveau licence, quelqu'un qui a le niveau master, combien est-ce que ces personnes-là gagnent. Dans le secteur privé, on peut également avoir une certaine idée en demandant dans les entreprises similaires quels sont les salaires. Mais il faut également savoir pour soi-même, pour les charges que l'on a, pour le niveau intellectuel que l'on a, le niveau technique que l'on a. Il faut également savoir évaluer combien on vaut. Euh, En fonction de tout ça, en fonction de l'expérience qu'on a, de la technicité, on peut faire une proposition lors de l'entretien d'embauche. Ne pas faire une proposition qui est irréaliste. Donc, ne pas aller demander 600 000 alors qu'on sait qu'on a un niveau de 250 000, par exemple. Faire une proposition vraiment qui est réaliste et qui permet d'engager la conversation avec l'employeur. Je retiens qu'il faut aborder des prétentions salariales en tenant compte de ses compétences et aussi en recueillant des informations sur les grilles salariales dans le secteur public et privé. Merci beaucoup, Monsieur Wilfried, pour votre réponse. La question suivante est toujours celle de Jean-Paul Maritossi. Il aimerait savoir quel genre de questions poser aux recruteurs s'ils demandent aux candidats s'il y a de questions à la fin de l'entretien. Merci beaucoup, c'est une très bonne préoccupation de Jean-Paul. Alors, quand vous allez à un entretien d'embauche, il faut toujours poser une question quand on vous demande est-ce que vous avez une question pour nous? Il faut toujours poser une question. Maintenant, quel type de question poser? Vous pouvez poser une question d'ordre technique, vous pouvez poser une question d'ordre de management. Par exemple, quel est le style de management au sein de l'entreprise? Ou comment est-ce que vous appréciez un entretien fait un exploit ou réalise un exploit? Comment est-ce que vous appréciez l'employé? Ou quand un employé fait une erreur, comment est-ce que l'organisation gère cette situation? Donc, poser ce type de questions pour voir à peu près ce à quoi s'attendre quand vous vous retrouverez dans l'entreprise. Merci, Monsieur Wilfried, pour votre réponse. Notre quatrième question nous vient de Marcelin Dissou. Il aimerait savoir comment il peut utiliser ses recherches sur l'entreprise pour formuler des questions spécifiques et pertinentes sur l'entreprise et son secteur d'activité. Je pense que la réponse à la question de Marcelin se trouve déjà dans la question. Donc, quand vous cherchez des informations sur l'entreprise, vous arrivez à avoir des informations précises, des informations précieuses que vous pouvez utiliser pour formuler des questions. Par exemple, si vous vous intéressez à une compagnie de téléphonie et que vous avez
recherché sur le site et vous avez vu qu'ils ont lancé un produit bientôt, vous pouvez leur poser des questions de savoir comment est-ce que ils envisagent de positionner ce produit à côté de la concurrence, ou bien comment est-ce que ils apprécient les retours que la clientèle fait du produit, ou encore comment est-ce que moi, en tant que spécialiste que vous voulez recruter, comment est-ce que je peux vous aider à mieux développer tel ou tel secteur de l'entreprise ou tel projet que je sais que vous allez lancer bientôt. Donc, ça donne un plus, ça donne comme information aux recruteurs que vous avez fait vos devoirs. Donc, vous avez recherché des informations, que vous êtes quelqu'un qui est prêt à vous intégrer aisément dans l'entreprise parce que vous connaissez déjà beaucoup de choses sur l'entreprise. Notre dernière question vient de Estelle Amoussouké. Elle aimerait savoir comment aborder la question liée au salaire pour que le recruteur ne lit pas en nous quelqu'un qui aime l'argent, quoi, quelqu'un qui a l'amour de l'argent. Merci beaucoup. Dans la vie, on est tous motivés par quelque chose, on est toujours motivés par quelque chose. Donc, si vous êtes motivé par l'argent et que c'est ça qui vous permet d'être performant dans votre travail, il ne faut pas avoir honte de ça. L'argent nous permet de couvrir nos dépenses, de gérer nos charges, de gérer notre famille. Donc, il faut vraiment être décomplexé par rapport à l'argent. Si vous avez fait des recherches et que vous savez que pour ce poste, il me faut au moins 300 000 pour pouvoir être à l'aise, vous n'irez pas dans l'entretien d'embauche en vous disant: je vais demander 200 000, comme ça, je serai le moins 10 ans et c'est moi qui serai recruté. Si vous faites ça, ce serait une erreur parce que quand vous allez vous retrouver dans l'environnement, et surtout si vous avez plusieurs personnes qui occupent le même type de position, vous allez rapidement vous rendre compte que les autres sont peut-être payés à 300 000 et que vous êtes payé à 200 000 et vous allez commencer à avoir des frustrations. Donc, il faut toujours essayer de se vendre au juste prix. Si l'entreprise même sait que pour ce poste, il faut que je puisse payer au moins 150 000, mais l'entreprise essaie de casser les prix et va payer 115 000. Le résultat, c'est que la personne qu'elle recrute pour ce poste n'est pas motivée et va chercher à n'importe quel moment à partir. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Il ne faut pas avoir peur de parler d'argent lors de l'entretien d'embauche. Et si ce qu'on vous propose ne vous permet pas de couvrir vos charges, de vivre, alors il ne faut pas l'accepter. Vous n'allez pas travailler pour être l'esclave de quelqu'un et être mal payé. Merci, monsieur Wilfried, pour votre réponse. Nous arrivons bientôt à la fin de notre podcast. Avez-vous des mots de fin que vous aimeriez partager avec nos auditeurs? Comme mot de fin, je voudrais dire à tout le monde à quel point vous êtes en train de vivre des moments privilégiés, non seulement parce que vous êtes boursier de la Fondation Mastercard, mais également parce que vous êtes étudiant et que vous êtes dans un réseau, vous êtes dans une famille, vous êtes en contact avec des gens qui sont déjà sortis de l'université, des gens de la cohorte 1, des gens de la cohorte 2 qui ont fait les mêmes études que vous, qui ont déjà vécu des expériences, etc. Et donc, c'est des personnes que vous pouvez contacter pour pouvoir essayer de comprendre comment ils ont réussi, connaître leur expérience, etc. C'est des moments qu'il faut vraiment chérir et il faut profiter de ce réseau que constitue le programme de bourse de la Fondation Mastercard pour en apprendre davantage sur le monde professionnel et vous préparer, surtout vous préparer à tous les défis auxquels vous serez confrontés. Parce que de ce que je sais, c'est au moment où la note de service signée par le coordonnateur demandant de se préparer à appliquer les cabines, c'est à ce moment-là généralement que les boursiers commencent à se dire: ah, la vie, elle est pleine de difficultés. Ils commencent à mesurer euh, ce que ça représente de payer un loyer, de payer l'électricité, de payer l'eau, etc. Donc, il faut se préparer dès maintenant. À l'étape où vous êtes actuellement, vous devez déjà commencer à chercher la bonne information, chercher le bon partenaire, chercher le bon mentor, la personne qui va vous aider à gravir rapidement les échelons, qui va vous aider à vous insérer professionnellement de manière très rapide. Donc, merci beaucoup pour tout ce qui est fait, pour tout l'intérêt que vous portez à votre développement professionnel. Merci à la coordination du programme de bourse qui continue de toujours mettre en place des dispositifs, des programmes pour vous accompagner à vous insérer, non seulement dans un emploi salarié ou également dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup à tous et excellente soirée.